Notre invitée ce matin, Sandrine Rousseau, bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir, parlons vrai avec Sandrine Rousseau, qui est députée écologiste de Paris. Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vladimir Poutine réélu, un peu plus de 87% des voix, mais peu importe finalement le pourcentage des voix. Est-ce que c'est un président légitime ? C'est un président qui a mis en prison toute son opposition, donc on ne peut pas parler de démocratie. C'est un président dictateur, c'est un président qui impose un pouvoir politique extrêmement violent, qui est dans une toute-puissance de lui-même, de la Russie, dans une histoire complètement fantasmée de la Russie par ailleurs. Enfin, c'est un dirigeant dangereux avant tout. Et je voudrais juste avoir un mot pour toutes les oppositions en Russie, et notamment pour des opposants comme Kara-Murza et d'autres qui sont aujourd'hui en prison dans des conditions extrêmement difficiles, en danger de mort. On l'a vu avec Navalny qui est mort récemment. Et vraiment honte à ce pouvoir. Ce pouvoir absolu vous inquiète ? Non seulement il est très inquiétant, mais comme il a des accointances extrêmement fortes avec le crime organisé, la mafia, en fait, il a aussi un pouvoir financier démesuré. Et en fait, on voit qu'on est presque... il met une partie de la planète, en tous les cas, dans la main d'un dirigeant qui est à la fois un dirigeant autoritaire, imbu de lui-même, dictatorial et corrompu. Et donc, ça pose une question, c'est quel est le pouvoir d'un homme comme ça, et qui le soutient, et quels sont les intérêts financiers qui le soutiennent ? Alors, en France, il y a évidemment débat, la guerre en Ukraine, en Russie. J'ai écouté Jean-Luc Mélenchon samedi, je cite, « Monsieur Poutine est un chef d'État qui fait ce qu'il croit être son devoir, comme nous-mêmes, nous faisons ce que nous croyons être notre devoir. Il faut parler de la paix, il faut voter pour la paix. La paix, c'est notre vote. » Voilà ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Que lui répondez-vous ? Je réponds le droit international. Et le droit international ne permet pas d'envahir un pays de manière unilatérale comme ça. Le droit international ne permet pas de décider qu'un pays n'a pas à entrer ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne. Le droit international met l'autodécision des peuples, l'autodétermination des peuples comme un droit absolu. Et en l'occurrence, l'Ukraine est un peuple souverain. Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon a une fascination pour les hommes forts ? Je pense qu'il y a vraiment de toute façon à réinterroger aujourd'hui le rapport au pouvoir d'une manière générale, et en particulier... C'est un macho finalement ? Non, mais c'est un macho, Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne me permettrai pas de dire ça, mais par contre, je voudrais juste dire que on ne peut pas aller vers une espèce de complaisance avec des hommes qui, parce qu'ils ont le pouvoir, peuvent décider de tout et de l'avenir de peuples qui ne sont pas leur peuple. Oui. Et ils ne peuvent pas mettre en prison comme ça les opposants. Enfin, maintenant, ça suffit, cette espèce de complaisance avec un homme dont on voit bien qu'il a des ambitions qui sont absolument... Mais pourquoi cette complaisance ? Pourquoi cette complaisance ? Pourquoi cette volonté sans cesse d'appeler à la paix, ce pacifisme que vous qualifieriez de béat ? Non, mais moi, je dis juste à Jean-Luc Mélenchon, le droit international, rien que le droit international, tout le droit international, à Gaza comme en Ukraine, partout. Et en fait, nous ne serons forts que si nous ne prenons pas parti pour un côté ou pour un autre, mais que nous demandons l'application du droit international et que nous soyons les garants de ce droit international. Mais vous renvoyez dos à dos Ukrainiens et Russes comme il le fait ? Non, moi, il y a un peuple agresseur, enfin, il y a un pouvoir agresseur, parce que le peuple russe n'est pas agresseur, et c'est le pouvoir russe qui l'est. Donc, il y a un pouvoir agresseur, et il y en a un agressé, il ne faut pas se tromper de côté. Bien, Sandrine Rousseau, parlons des élections européennes du 9 juin. Est-ce que cette élection est pour vous une élection contre Emmanuel Macron, ou bien est-ce une élection pour ou contre le renforcement de l'Union européenne ? Mais c'est évidemment une élection pour ou contre le renforcement de l'Union européenne, mais aussi qu'est-ce qu'on fait de cette Union européenne ? Aujourd'hui, on voit qu'on est à la limite d'un modèle européen fondé uniquement sur le marché, l'économie, et qu'il nous faut aller vers alors une Europe sociale, ça fait un moment qu'on le dit, mais aussi une Europe avec une politique agricole qui ne soit pas juste de faire de l'Europe une puissance exportatrice, une Europe de la défense, une Europe... Enfin, là maintenant, la question du projet européen, quelle est la vocation
vocation de cette Europe, à quoi elle sert, quel est son destin, qu'est-ce que nous voulons en faire. Eh bien, c'est ça la question qui est posée à ces élections européennes. Et c'est pour cela qu'il est très important de se mobiliser pour aller voter, parce que je sais bien que ces élections paraissent très éloignées des citoyens et citoyennes. Je sais bien qu'on a autre chose à faire ce dimanche-là, mais là, quelque chose de notre avenir commun est en jeu. Et j'ai l'impression que c'est presque une des élections les plus importantes au niveau européen que l'on ait eu ces dernières années. J'ai regardé les programmes de Marie Toussaint, qui est la candidate écologiste. J'ai regardé le programme de Raphaël Glucksmann. Glucksmann dit il faut une Europe de la défense, une transition écologique et un impôt sur une taxe sur les milliardaires. C'est exactement, finalement, le même programme que celui de Marie Toussaint, à quelque chose près. Pourquoi ne pas fusionner les deux listes? Non, mais si vous voulez me faire dire que la gauche, on a un socle de programme en commun, j'ai envie de vous dire tant mieux. Bon. Tant mieux, parce que c'est quand même rassurant. Ce serait une bonne idée de fusionner les deux listes? Après, non, je pense qu'on est allé, le parti politique dans lequel je suis, et par ailleurs, ce n'était pas ma décision à moi, mais le parti politique dans lequel je suis a décidé démocratiquement de faire une liste autonome. On a besoin d'écologie, on a besoin maintenant d'aller au bout de cette logique. On ne peut pas changer tous les 4 matins de stratégie, donc là on a décidé ça, allons au bout de cette logique et faisons en sorte qu'il y ait le plus d'écologistes possible dans cette Europe qui a absolument besoin de cette transition écologique. Je rappelle que l'accord de Paris a été signé, comme son nom l'indique, à Paris, que c'est un accord historique et que finalement nous manquons aujourd'hui de moyens et que l'Europe a un rôle à jouer conséquent dans la transformation écologique. Et ça n'est pas en se convainquant que le réchauffement climatique n'existe pas qu'il n'existe pas. Aujourd'hui, on a un défi, on a un mur devant nous. Vraiment, je ne sais pas si les gens se rendent compte de l'ampleur de la crise écologique qui est face à nous. 800 millions d'oiseaux qui ont disparu. On a des températures qui explosent partout. On a des sécheresses, on a des inondations. Là, on ne peut plus faire comme si ce problème n'existait pas. Donc, nous avons besoin d'écologistes pour régler et pour prendre ce virage écologiste. En 2027, je suis pour que la gauche se rassemble, mais elle ne se rassemblera pas sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon, affirme Raphaël Glucksmann. Vous êtes d'accord avec lui, là ? Mais elle ne se rassemblera pas sur une ligne, elle se rassemblera sur ce que nous avons en commun et en travaillant sur ce que nous avons de différent. Un candidat commun en 2027 ? Il le faudra. Il le faudra. J'ai envie de vous dire qu'il y a des gens qui ont absolument envie et besoin qu'une gauche revienne au pouvoir pour sauver nos services publics, pour sauver notre bien que Jean-Luc vivre Mélenchon, ensemble, pour l'égalité. J'insiste sur lui parce qu'il insiste sur lui-même. Donc j'insiste sur lui. Jean-Luc Mélenchon ne rêve que d'une chose, d'être le candidat commun en 2027. Il ne rêve que de cela. Eh bien, je ne sais pas quels sont les rêves de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas non plus quels sont les rêves de Glucksmann, je ne sais pas quels sont les rêves de... Je ne suis pas dans la tête des dirigeants de gauche. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que femme politique de gauche, eh bien, je veux qu'il y ait un travail en commun pour 2027. Et je pense que nous avons le devoir et la responsabilité même historique de travailler sur le fond pour travailler à un ensemble commun. Mais il n'y aura pas d'homme providentiel. Et ça, je le pose avec beaucoup de fermeté. Il n'y aura pas, en 2027, d'hommes providentiels. Ni de femmes providentielles. Ni de femmes providentielles. Parce que nous gagnerons si nous sommes en équipe et si nous avons travaillé ce qui fait notre force de commun, mais aussi ce qui fait nos différences et comment nous les résolvons. Et donc, ça ne sera pas un homme ou une personnalité magique, ce sera une équipe. Et là, qui est prêt à travailler en équipe? Telle est la question. Oui, allusion. Marie Toussaint, tête de liste écologiste, Raphaël Glucksmann n'iront pas débattre sur CNews, débat sur les européennes le 30 mai. Toutes les listes de gauche doivent-elles refuser ce débat sur CNews ? Alors ça c'est une question qui est très compliquée parce que CNews a une ligne éditoriale qui la conduit à non seulement ne pas donner le micro à un pluralisme politique, ça a été dénoncé de multiples manières, mais aussi à flirter régulièrement avec des informations qui sont à la limite de la réalité. Et ça c'est pas une chaîne d'information. Donc en fait moi je refuse par exemple d'aller à CNews parce que sur les questions écologiques, il n'y a pas de véritable information des téléspectateurs. Mais pourquoi refuser de débattre, Sandrine Rousseau? Le débat, la démocratie, n'est-ce pas partout avec tous et pour tout? Dans un débat où finalement ce sont les débatteurs qui font l'actualité. C'est pas la ligne éditoriale de la chaîne. Vous comprenez ce que je veux dire? CNews
Ça dépend, parce qu'en fait, vous savez très bien, en tant que débatteur, vous savez très bien, en tant qu'organisateur de débats, de multiples débats, que l'organisateur a un rôle dans la manière dont est organisé le débat, dans les thèmes qui sont abordés, dans la manière dont on redonne la parole, dont on la coupe ou dont on l'arrête. Eh bien, là, en fait, il n'y a pas de garantie sur CNews, qu'il puisse se déployer une parole équitable de tous les candidats, compte tenu de l'histoire de CNews, compte tenu de la ligne de CNews, compte tenu des animateurs phare de cette chaîne. Et là, on est face à un problème qui interroge même notre démocratie. C'est-à-dire dans une démocratie, il y a à la fois la liberté d'expression, mais il y a aussi le pluralisme de la parole et la garantie de ce pluralisme. Aujourd'hui, CNews interroge la limite de notre démocratie de ce point de vue-là. Oui, mais sur un débat, le pluralisme doit être assuré, puisqu'il y a des temps de parole pour chacun qui sont respectés, et chacun a le droit à la parole. Ça veut dire que dans ce débat, la défense de l'Union européenne sera laissée à Valérie Hayé, qui sera la seule à défendre l'Union européenne. Non, mais déjà, on ne sait pas si Valérie Hayé va accepter d'y aller, mais ce qui me semble être très important, c'est que si on fait un débat où la seule question, c'est l'immigration, le grand remplacement, le danger de l'étranger. Si la seule question, c'est celle-ci, ça suffit, en fait. Est-ce que CNews a dit cela ? CNews, c'est quand même sa ligne éditoriale première. C'est-à-dire que 90% du temps d'antenne, c'est sur les dangers que représente l'autre. Donc ça suffit, en fait. Non, mais vraiment, on peut pas continuer dans une démocratie à pointer un seul et même responsable de tous nos maux, qui serait la figure de l'étranger. Ouvrir CNews 5 minutes, c'est entendre que les étrangers violent les femmes françaises, que les étrangers sont là pour grand remplacer, que Alors on supprime l'autorisation d'émettre de CNews ? Je pense que c'est actuellement en débat à l'Assemblée nationale où il y a des auditions. Moi, je pense que il y a un message extrêmement clair à passer à CNews, qui est que ça ne peut pas être une ligne éditoriale assumée que d'empêcher le pluralisme et de marteler des informations comme celles qui sont Il faut interdire à CNews d'émettre aujourd'hui ? Moi, je pense que la question se pose. Oui, la question se pose. La question se pose. La question se pose. Bien, Bruno Le Maire veut mettre fin à la gratuité de tout pour tous. Le temps du choix est venu, préserver notre modèle social, c'est le réformer, dit-il. Comment voyez-vous et comment recevez-vous cette phrase ? Avec beaucoup d'inquiétude et beaucoup de colère. Je suis très inquiète des attaques permanentes qu'il y a contre nos services publics, contre les personnes qui bénéficient de ces services publics. Je suis sur une mission d'information actuellement sur l'hôpital et en particulier sur la psychiatrie dans l'hôpital public. C'est dramatique, mais dramatique. On n'imagine pas à quel point ça l'est. C'est-à-dire qu'il y a des services entiers qui tiennent par la bonne volonté et le militantisme d'une personne qui est là, qui donne des heures et des heures, qui tient 3, 4, 5 secteurs. Et le jour où cette personne-là est malade ou le jour où elle décide de partir parce que les conditions de travail sont trop difficiles, c'est la psychiatrie dans son ensemble qui s'effondre. Enfin, il faut mesurer la faiblesse qu'il y a aujourd'hui dans l'hôpital public, comme dans l'éducation nationale, Donc, en fait, ce que dit Bruno Le Maire, c'est que à force de ne pas augmenter les fonctionnaires, à force de ne pas reconnaître leur travail, on ne se nourrit pas d'applaudissements. Par contre, on se nourrit de conditions de travail correctes, d'une reconnaissance et de salaire. À force de rendre le service public indigent, eh bien, on fait fuir les fonctionnaires et on est en train d'organiser la disparition du service public et la fuite vers le privé des professionnels comme des usagers. Et en fait, ça, c'est une société à deux vitesses. Ça, c'est ceux qui peuvent bénéficier du service public parce qu'ils ont du service privé parce qu'ils ont l'argent, alors ils y vont. Alors pour trouver de l'argent, on taxe les milliardaires ? On taxe les profits ? On taxe les milliardaires, on taxe les profits, on diminue les 160 milliards d'euros chaque année qu'on donne aux entreprises, on diminue les niches fiscales sur le gazole, sur le carbone, on arrête en fait d'avoir une économie qui est uniquement tournée vers l'offre, vers la production, vers le productivisme, et on se soucie de ce qui est notre bien commun. La France se distinguait des autres pays riches et des autres pays de l'OCDE par une échelle des inégalités qui était plus faible qu'ailleurs. Nous
nous distinguions des autres pays de l'OCDE par un tissu social fait de services publics qui était bien plus solide qu'ailleurs. D'ailleurs, ça nous a sauvés dans bien des crises. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population française qui n'a pas décroché lors des précédentes crises comme dans d'autres pays en raison de ce tissu social. Ce que fait Emmanuel Macron depuis maintenant 2 mandats, c'est de casser systématiquement ce tissu social. Et ce que je dis, c'est que, en fait, c'est là que se situe la France. Qu'est-ce que la France aujourd'hui? Eh bien, c'est ce modèle social particulier qu'on est en train de fracasser. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour tous les fonctionnaires qui font leur métier, mais qui n'en peuvent plus, qui sont au bord du burn-out. Vous soutenez leur grève. Vous soutenez la grève qui ne tiennent demain, plus, qui ne trouvent plus de sens. Des enseignants aux Oui. hospitaliers, mais aussi aux affaires étrangères. Que les affaires étrangères se soient mis en grève sous Macron, on se rend compte de ce que ça signifie que notre corps diplomatique se mette en grève à une heure où les crises internationales se développent et s'amplifient. Sandrine Rousseau, pour les parents divorcés, Gabriel Attal envisage une semaine de 4 jours, une semaine différenciée. Lorsqu'un parent a la garde de son enfant, il travaille 4 jours. Lorsqu'il n'a pas la garde, la semaine suivante, il travaille 5 jours. Bonne idée ou mauvaise idée ? Gabriel Attal n'a pas parlé de réduction du temps de travail. Il a dit qu'il en allait faire 5 jours en 4, pardon. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on va encore intensifier les conditions de travail. Pardon d'être un peu pessimiste aujourd'hui à ce micro, mais je rappelle que aujourd'hui il y a près d'un salarié sur 3 qui imagine démissionner dans l'année parce que son travail est trop, perd son sens, a une cadence insupportable, fait des choses qui n'ont aucun sens, c'est-à-dire qu'on remplit des tableaux, on a une inflation de reports à faire, de rapports à faire, de comptes rendus, de machin. Bon. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore intensifier le travail. Et moi, j'alerte sur aujourd'hui la limite que l'on a dans ce modèle-là. C'est-à-dire que ça peut être facialement... On travaille trop ? Non seulement on travaille trop, mais on travaille extrêmement mal. C'est-à-dire qu'on travaille dans des conditions qui nous rendent malades. On travaille dans des conditions qui n'ont plus de sens. Là, aujourd'hui, les personnes se lèvent et sont en mode automatique, en mode survie, en fait. Ils se lèvent, ils prennent les transports, ils vont au travail, ils vont être comme des machines pendant toute la journée. Ils rentrent, ils sont fatigués, ils ont une espèce de fatigue psychique. Enfin, tous les indicateurs de santé mentale montrent qu'on ne va pas bien en France, là, que vraiment ça ne va pas bien. Donc plutôt que d'accélérer, plutôt que d'appuyer sur l'accélérateur, eh bien, réfléchissons à ce qui est absolument indispensable pour nous, à ce qui est absolument indispensable pour la préservation de la planète. Et aujourd'hui, ralentir, prendre le temps, faire de la qualité plutôt que de la quantité devrait être une priorité nationale. Alors, j'ai 2 autres questions, Sandrine Rousseau, mais je voulais vous interroger sur la mine de lithium des Chassières dans l'Allier. Vous soutenez l'ouverture de cette mine qui va permettre de fabriquer des batteries en France Non, je ne la soutiens pas. Et vous êtes contre ? Oui, je suis contre et je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais dans ces cas-là, elle va être produite ailleurs dans le monde. Expliquez-moi pourquoi vous êtes contre. Je suis contre parce que, et ça, c'est quelque chose de très important à poser dans la transformation écologique. Oui. On n'arrivera pas à faire le virage écologique dont nous avons besoin en continuant comme avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer l'ensemble des véhicules thermiques par des véhicules électriques. On doit absolument diminuer le nombre de véhicules en circulation. Que les personnes en ruralité puissent bénéficier d'un véhicule électrique, très bien. Mais on ne peut pas continuer à imaginer que chacun ait comme ça 2 voitures, que chaque foyer ait 2 voire 3 voitures. On réduit le nombre de voitures. Une voiture par foyer, pas plus. Non, j'ai pas réglementairement. Dit ça. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des besoins en ruralité, il y en a moins en ville. Il y a des besoins dans des endroits, il y en a moins dans d'autres. Et qu'en fait, il faut accepter que nous diminuions le parc de voitures. On ne peut pas continuer à imaginer juste transformer le moteur de la voiture et que tout cela va bien. Comment diminuez-vous le parc de voitures? Comment moi qui habite à Paris, je peux vous dire qu'il y a un paquet de gens qui ont des voitures. Oui, Paris, c'est quand même déjà une partie de la population française. Est-ce qu'on interdit? Comment faire? Comment faire? Expliquez-moi. Mais là, aujourd'hui, à Paris... Est-ce qu'on interdit un ménage d'avoir 2 voitures, par exemple? Pas en ruralité, quand il y a des besoins. Pas en ruralité, mais en ville, oui. Mais non, mais on met des milliards sur les transports en commun. Il y a un rapport qui s'appelle le rapport Pisani-Ferry-Maffouz, qui a estimé qu'il nous fallait 60 milliards d'euros
par an sur la transformation écologique, dans la construction notamment de transports en commun. Il nous faut inventer le transport en commun des zones peu denses. Aujourd'hui, il n'est pas rentable, donc on ne le fait pas. Donc les gens sont complètement dépendants de leur voiture. On doit aller vers la diminution des voitures quand il y a des alternatives de transport en commun. À Paris, combien de personnes ont de voitures ? Mais quand il n'y a pas d'alternative, Sandrine Rousseau, que fait-on ? On prend une voiture électrique, c'est mieux ? Alors, c'est déjà mieux qu'une voiture thermique, vous êtes favorable au développement de l'électrique ou pas ? Ben non, mais je suis obligé de vous poser la question. Enfin, je ne suis pas obligé, je vous pose la question. Oui ou non ? Non, mais la question écologique, elle est complexe. Et on ne peut pas se dire que, en fait, là, on va mettre toutes les voitures à la casse, par exemple. Ça, c'est pas possible. Parce que ça nous fait des déchets et que c'est complètement contre-productif sur le plan écologique. Donc oui, il va falloir petit à petit substituer le thermique par l'électrique quand c'est possible. Mais il faut aussi repenser les modalités de mobilité. Enfin, mais je suis désolée, mais rien n'est possible à un moment. Mais ces voitures électriques qui sont utiles, ces voitures électriques, il faut bien qu'elles circulent avec des batteries. Oui. Et les batteries fabriquées en France, c'est mieux que si elles sont fabriquées ailleurs. Je vous pose la question, évidemment. Oui, mais on ne va pas faire des gigafactories partout sur le territoire, non. Partout. Et la sobriété, c'est ça, c'est de sortir de ce modèle-là. Une mine à Échassières dans l'Allier, avec, à côté de ça, une fabrication de batteries en France, ça me paraît logique, non ? Oui, mais on va en faire dans le Finistère, on va en faire ailleurs dans le Massif central. Enfin, là, c'est pas c'est le début d'une série, en fait. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Parce que je sais que cette transformation, elle n'est pas facile. Je sais que tout est complexe dans cette transformation et que vraiment ça va changer nos comportements et que c'est pas agréable. Mais si on ne prend pas ce virage-là, quand j'entends le ministre de l'écologie nous dire qu'on va s'adapter à 4 degrés, à plus 4 degrés, il n'y a pas d'adaptation possible à plus 4 degrés, il n'y en a pas. C'est la biodiversité qui disparaît, c'est des maladies comme le Covid, c'est la multiplication des pandémies, c'est le fait que des zones en France et des zones en Europe ne sont plus habitables, et je ne parle pas d'autres zones dans le monde, c'est ça, c'est qu'il y a des zones qui deviennent non habitables, qu'il y a une submersion marine, qu'il y a même en France des zones complètes de notre territoire qui vont être submergées par les mers. Enfin, à quel moment on se dit que ça c'est possible et que c'est plus facile de supporter ça que de revoir la politique de mobilité en France ? À quel moment on se dit ça ? Donc oui, on va revoir la politique de mobilité. Bien, Sandrine Rousseau, j'ai 2 dernières questions. Vous avez vu les insinuations concernant Brigitte Macron ? Oui, j'ai vu ça. Oui. Que dites-vous ? Que c'est scandaleux, que c'est absolument misogyne, que c'est immonde et que je regardais un peu ces sites complotistes là pendant le week-end et en fait tout est fondé sur le sexe. J'ai vu qu'il y avait Michelle Obama aussi qui était soupçonnée d'être une personne trans. Moi, je voudrais juste dire aux personnes LGBTQIA+, aux personnes trans elles sont incluses dans la société, qu'elles ont leur place dans la société, mais qu'il n'y a pas de fantasme derrière ça, et que en fait, on arrête avec ces espèces de suspicions sur qui il est, et en plus, j'ai envie de vous dire, mais combien même, qu'est-ce qu'on en a à faire en réalité ? C'est pas le sujet, quoi. Et Brigitte Macron, et les attaques qu'elle subit sont de nature extrêmement misogyne, extrêmement sexiste, et ça s'arrête. Voilà, c'est pas... Je peux pas être plus clair. Bon, et j'ai une dernière chose. Michel Sardou a achevé... Michel Sardou. Oui, votre ami, Michel Sardou. Le lac du Connemara, oui. Oui. Vous aimez d'ailleurs Michel Sardou. Vous sentez du Michel Sardou parfois ça m'est arrivé, comme tout le monde est dans ma jeunesse, de terminer des soirées sur les lacs du Connemara, oui, Michel. Oui, bon, il a achevé. Alors, sa tournée, sa dernière tournée ce week-end à la Défense à Paris, et est arrivé le moment d'une de ses chansons, Je vais t'aimer. Et il a dit, je le cite, je vais vous chanter une chanson qu'on ne pourrait plus écrire aujourd'hui. Un jeune homme qui pose sa main sans son consentement sur la main d'une femme, c'est garde à vue direct. J'en ai bien profité, mais pour les jeunes de maintenant, ça ne va pas être de la tarte. Alors déjà, ça n'est pas vrai. Ouais. C'est-à-dire, ça n'est pas vrai que poser la main sur la main de quelqu'un d'autre, c'est une agression sexuelle. Les agressions sexuelles, il faut le rappeler, c'est les fesses, les seins, le sexe, donc ça n'a rien à voir avec des agressions sexuelles. Par ailleurs, Michel Sardou, j'ai compris dans les articles suite à ce concert que même une partie de son public était un peu gênée par ses déclarations. Et je voudrais dire qu'il y a une forme de résistance à ce qui est en train de se passer et ce qui est une forme de révolution douce, en fait, très profonde dans la société,
société de changement de rapport homme-femme. Et oui, il y a des zones de résistance et Michel Sardou visiblement veut incarner ces zones de résistance. Je ne suis pas déconstruit, je ne veux pas qu'on me déconstruise, a-t-il ajouté. Oui, mais moi je me souviens aussi de Michel Sardou qui disait je passe jamais l'aspirateur, il en est hors de question, c'est ma femme et ma femme de ménage. Ce temps-là est terminé, désolé Michel, ce temps-là est fini, mais le temps qui arrive est un temps d'égalité et il est bien meilleur. Bon, il vous a dédicacé, je vais t'aimer. Hein. Je vais t'aimer. Voilà. Bon, il est quelle heure? 9h01, merci. Vous êtes sur Sud Radio. On se retrouve évidemment après les infos. 0826 300 300.